Bonjour et bienvenue à cette introduction aux compétences psychosociales pour les enseignants. Dans cette vidéo, on va voir ce que sont les CPS, on va rapidement passer en revue quelques idées reçues, puis on va s'intéresser aux enjeux du développement des CPS des élèves, et pour finir, comment cultiver les CPS en classe. Avant de commencer, j'aimerais me présenter. Alors je suis Maude, je conçois des outils pédagogiques et des séances chez SoftKids. Avant ça, j'étais enseignante au sein de l'éducation nationale, une vocation que je nourrissais depuis toute petite. Et comme vous, je voulais le meilleur pour mes élèves. Je préparais consciencieusement mes progressions, mes projets de classe, la différenciation pédagogique, les évaluations. Comme vous, je courais après le temps. Maths, français, sciences, anglais, sport, je ne voulais rien négliger. Et j'avais l'impression de perdre un temps précieux à faire la police. Bref, j'avais la tête dans le guidon, quitte à m'épuiser et peut-être même épuiser mes élèves aussi. Il y a bien eu quelques faits marquants sur mon parcours qui m'ont questionnée et un peu culpabilisée. Il y a eu ce petit garçon qui écrivait qu'il était nul sur son cahier. Il y a eu cette période en zone d'éducation prioritaire où le climat de classe était exécrable. Il y a eu cette petite fille qui voulait à tout prix cacher sa dyslexie sévère. Et puis il y a eu cette institution qui ne nous permettait de parler que de résultats académiques aux parents. Et puis j'ai intégré SoftKids. J'ai enfin pu prendre un peu de recul, ne plus être dans l'urgence et pouvoir m'intéresser à des sujets de fond. Solène, la fondatrice, avait bien compris quelles étaient les compétences indispensables du XXIe siècle. Elle travaillait depuis quelques années déjà sur les compétences psychosociales des enfants. Sa détermination et sa capacité à surmonter les obstacles m'ont impressionnée. Et au cours de mes recherches, j'ai découvert le pouvoir incroyable des compétences psychosociales, leur impact sur le bien-être, mais aussi sur la réussite scolaire et même sur la réussite professionnelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous ces découvertes et j'espère vous transmettre l'envie et quelques clés pour développer les CPS de nos futurs citoyens. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Les CPS, c'est quoi ? Alors, les compétences psychosociales, elles ont plusieurs noms. Dans la littérature anglophone ou dans le milieu professionnel, on parle plutôt de soft skills. On trouve aussi d'autres termes comme compétences socio-comportementales, compétences douces ou encore compétences non académiques. Tous ces termes recouvrent à peu près les mêmes compétences. Parmi elles, on trouve par exemple la confiance en soi, la persévérance, la pensée critique, la régulation émotionnelle ou encore la communication. Selon la définition de l'OMS, les CPS constituent la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne, maintenir un état de bien-être mental, adopter un comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres. Pour faire simple, ce sont des compétences qui permettent d'être bien avec soi-même et avec les autres. Pour expliquer aux enfants ce que sont les CPS, j'aime bien faire une analogie avec des super pouvoirs qui permettent de s'adapter sur le chemin de la vie. On peut leur expliquer à quoi servent les CPS avec différentes situations métaphoriques. Par exemple, les CPS servent à savoir où on veut vraiment aller et planifier des étapes. Elles nous permettent d'identifier nos besoins. Est-ce que j'ai besoin de compagnie, de repos ou plutôt de nouveautés et de défis ? Les CPS nous aident aussi à gérer nos émotions, nos peurs, à trouver des solutions face aux problèmes qu'on rencontre, à persévérer sous la pluie ou quand la pente est forte. Les CPS nous servent aussi pour rencontrer des amis et construire de bonnes relations, pour savoir comment aider les autres ou au contraire demander de l'aide. Elles nous servent à prendre des décisions responsables. Bref, toutes sortes de super pouvoirs. Voyons maintenant les types de CPS. Alors, il y en a 3. Les CPS cognitives, qui sont liées à soi, se connaître, avoir confiance en soi, savoir réfléchir par soi-même et prendre des décisions. Les CPS émotionnels, qui nous permettent de réaliser nos objectifs et rester concentrés sur nos buts.
Et pour finir, les CPS sociales, liées aux autres, communiquer avec les autres, se sentir bien avec les autres, travailler avec les autres, comprendre les autres. Voilà. Les CPS sont très interconnectés. Par exemple, la confiance en soi est une compétence cognitive, mais elle permet aussi d'être plus à l'aise avec autrui et de s'affirmer dans le groupe. Elle est donc très liée aux compétences sociales également. Alors, il existe plusieurs classifications. Celle de référence à l'éducation nationale et même en général, c'est celle de Santé publique France. Pour chaque catégorie, elle décline 3 CPS générales qui sont elles-mêmes déclinées en CPS spécifiques. Alors évidemment, toute classification est discutable et a ses limites. Par exemple, la capacité à atteindre ses buts est classée dans les compétences cognitives. Pourtant, elle dépend largement de la capacité à réguler ses émotions également. Je trouve aussi dommage qu'elle ne mentionne pas explicitement l'état d'esprit de croissance, on en reparlera tout à l'heure. Mais ceci dit, cette classification est une bonne base pour cerner les CPS. Maintenant qu'on a défini ce que sont les CPS, je vous propose de passer en revue quelques idées préconçues pour démêler le vrai du faux. Alors on entend souvent que les compétences psychosociales sont innées. Alors vrai ou faux? Évidemment, c'est faux. Les CPS sont à différencier des traits de caractère qui changent peu. Les CPS, au contraire, s'acquièrent et se modifient en fonction de nos expériences. Elles peuvent être cultivées de manière consciente et volontaire. Et je souligne ici l'aspect conscient, sur lequel on va revenir quand on parlera des méthodes pour développer les CPS. Bon, c'est surtout dans le monde professionnel qu'on parle de soft skills, enfin en tout cas à l'origine. Alors la deuxième question, c'est est-ce que les CPS se développent à l'âge adulte? Mais c'est encore faux et archi faux. Les CPS se développent dès 3 ans et aident les enfants à se sentir mieux avec eux-mêmes, avec les autres et à révéler leur plein potentiel. Et on va voir après l'utilité de commencer jeune. La troisième affirmation est plus difficile. Les CPS ne se travaillent pas à l'école, c'est le rôle des parents de le développer. Alors qu'en pensez-vous? Bien sûr, ça fait débat, mais d'un point de vue des textes et recommandations officielles, c'est encore faux. Les CPS font bel et bien partie des programmes de l'éducation nationale. Alors certes, il ne s'agit pas d'une matière scolaire avec un créneau horaire dédié, et pour cause, leur première caractéristique, c'est d'être une compétence extrêmement transversale. Pour autant, ces compétences sont nécessaires et sont des prérequis pour n'importe quel apprentissage. Par exemple, la confiance en soi, la persévérance et la régulation émotionnelle sont primordiales pour ne pas abandonner même après des échecs. Et l'éducation nationale l'a bien compris en intégrant de plus en plus les CPS dans les programmes. On trouvait déjà des mentions en filigrane dans les programmes, le rôle sociabilisateur de l'école, la capacité à mener un projet, à juger par soi-même, à participer à un débat. Puis respecter autrui est ajouté aux apprentissages fondamentaux lire, écrire, compter. En 2006, les CPS font leur entrée dans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, dans 3 des domaines sur 5, les langages pour penser et communiquer, les méthodes et outils pour apprendre, et puis bien sûr la formation de la personne et du citoyen. En 2015, les programmes intègrent le thème des émotions dans l'éducation morale et civique. Et à la rentrée 2023, Gabriel Attal annonce vouloir s'inspirer des méthodes danoises et mettre en place des séances d'empathie. En 2024, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse publie un kit pédagogique et les CPS sont explicitement nommés dans les nouveaux programmes d'EMC. Allez, on passe à la dernière affirmation. Les CPS favorisent le bien-être. Bon, cette fois, c'est vrai, mais pas seulement. Il est démontré que l'apprentissage des CPS renforce le bien-être des enfants, mais ce n'est pas tout. Plusieurs recherches ont attesté que leur apprentissage favorise également la réussite scolaire et a un impact sur la réussite professionnelle. On va en voir certaines tout à l'heure. Alors comment ça se fait? Eh bien, en fait, pour réussir, il ne suffit pas d'avoir de bonnes fonctions cognitives comme l'attention, la mémoire, la spatialisation, le langage, etc.
De bonnes CPS sont également cruciales. Par exemple, avoir de bonnes capacités de mémorisation, c'est pas suffisant pour réussir à l'école. Il faut aussi savoir comment apprendre, comment maintenir sa motivation, comment changer de stratégie en cas de difficulté, etc. Un autre exemple pour les relations sociales. Certes, les capacités langagières sont importantes, mais il faut les coupler aux compétences émotionnelles pour savoir réguler son comportement, comprendre les autres, savoir communiquer ses besoins, etc. Et voilà pourquoi le QI n'est pas un bon indicateur. Les études scientifiques montrent à l'inverse que les CPS sont beaucoup plus fortement corrélés à ces différentes réussites, qu'elles soient académiques, professionnelles ou sociales. Et la bonne nouvelle, c'est que contrairement au QI, qui reste plutôt stable dans le temps, les CPS peuvent être entraînés et développés. Allez, voyons maintenant les enjeux. On en a déjà évoqué certains, on va aller un peu plus dans le détail. Tout d'abord, le plus évident au niveau du bien-être et de la santé. Alors ça signifie moins de troubles affectifs et du comportement, de meilleures relations sociales. À ce sujet, je vous partage une étude de grande ampleur qui a été menée par l'université de Harvard sur le bonheur. C'est la plus longue étude sur la vie adulte jamais réalisée. Pendant 75 ans, les chercheurs ont suivi la vie de 724 hommes en posant des questions sur leur travail, leur vie personnelle, leur santé. Et l'étude a été menée sur 2 groupes, des étudiants de Harvard et des jeunes provenant de quartiers très défavorisés, donc des publics très différents. Eh bien, quelle que soit la catégorie sociale, les résultats sont clairs. L'argent ne fait pas le bonheur, ni la célébrité ou la réussite professionnelle. La clé, c'est les relations sociales. Les personnes qui sont socialement connectées à leur famille, à leurs amis, à leur communauté, sont plus heureuses, en meilleure santé et vivent plus longtemps que celles qui sont isolées. Et cerise sur le gâteau, les bonnes relations protègent également notre cerveau. Les personnes en relation sécurisée conservent une mémoire plus vive à un âge avancé. Toujours au niveau du bien-être et de la santé, le développement des CPS favorise une meilleure estime de soi et une réduction de l'anxiété et de la dépression. Ces impacts, ils ont été démontrés et mesurés par de nombreux chercheurs. Preuve en est la bibliographie du rapport de Santé publique France qui contient pas moins de 169 références. Et la France a malheureusement bien besoin de travailler sur cette dimension bien-être et santé. Les résultats PISA nous classent 62e sur 65, aussi bien au niveau de l'anxiété des enfants que de la confiance en soi des enfants. Toujours au niveau de la santé, on peut mentionner la prévention des conduites à risque. Par exemple, en termes de prévention du tabagisme, de la consommation d'alcool, de drogue et de maladies sexuellement transmissibles chez les jeunes. Des programmes de développement des CPS comme Unplugged par exemple ont obtenu de bien meilleurs résultats là où les interventions fondées uniquement sur l'information ne fonctionnaient pas tellement. Passons au deuxième enjeu qu'on a mentionné déjà tout à l'heure, la réussite scolaire et professionnelle. De nombreux chercheurs ont démontré l'impact des CPS sur la réussite scolaire, comme Durlach, McLachlan ou bien Taylor, qui ont observé une augmentation des performances aux évaluations standardisées en lecture et en mathématiques. On peut aussi mentionner le Peri-School Programme, qui est un programme de développement des CPS auprès de très jeunes enfants, qui a démarré dans les années 60 aux États-Unis. On a pu observer les résultats 40 ans après, le temps que la cohorte grandisse. Ceux qui avaient bénéficié de l'expérimentation ont été plus nombreux à mener leur scolarité à terme et étaient donc plus susceptibles d'occuper un emploi et de percevoir des revenus plus élevés. Dans la même lignée, j'ai envie de vous parler des travaux de Carol Dweck sur l'état d'esprit de croissance. Cette chercheuse américaine a obtenu des résultats incroyables avec des étudiants de quartiers défavorisés en travaillant simplement sur leur mindset. Croire en la malléabilité de l'intelligence, considérer les challenges comme des opportunités d'apprendre sans avoir peur d'être jugé, changer de regard sur l'effort, l'échec, la critique ou encore la réussite des autres. Et donc on voit que tout ça joue un rôle essentiel dans la réalisation de notre plein potentiel. Bon, continuons notre tour d'horizon des enjeux, bien-être et réussite scolaire et professionnelle, mais c'est pas fini. Je vous avais dit que les CPS avaient des pouvoirs incroyables, non ?
On va maintenant parler d'un sujet qui nous préoccupe tous, le harcèlement scolaire. Depuis les rapports de la ADEP, le service ministériel en charge des statistiques sur l'éducation, on parle beaucoup des faits de harcèlement et pas seulement quand il y a des suicides. Presque la moitié des élèves de CM1, CM2 disent avoir au moins une fois dans l'année été victimes d'insultes, de moqueries, de mise à l'écart. Et on parle du caractère répétitif du harcèlement qui le rend insupportable. En 2021, le gouvernement affirme sa volonté d'agir avec le programme phare. Mesurer le climat scolaire, prévenir les phénomènes de harcèlement, former et mobiliser les professionnels, les parents, les partenaires et les différentes instances, mettre à disposition une plateforme dédiée aux ressources, et puis suivre l'impact de toutes ces actions. Alors oui, on en parle davantage dans les établissements, on sensibilise nos élèves pour savoir repérer le harcèlement et comment réagir en tant que victime ou en tant que témoin. Le message principal jusqu'à présent, c'était il faut en parler. Et on sait maintenant que ça ne suffit pas. Comme le préconisent de nombreuses grandes instances, comme l'OCDE, l'OMS et maintenant l'Éducation nationale, et puis Santé publique France bien sûr, on doit changer de paradigme et miser sur les CPS. Ça signifie faire un vrai travail de fond sur la relation au groupe, l'affirmation de soi et de ses opinions, la communication, la capacité à se décentrer, à comprendre le point de vue des autres et faire preuve d'empathie, l'attention et le respect des besoins des autres, la tolérance, la valorisation des différences et l'inclusion. Le dernier enjeu dont je voudrais vous parler est un enjeu éthique, lutter contre les inégalités sociales et de genre. Prenons une première inégalité au niveau des études. Les universités en filière scientifique comptent seulement 42% de femmes, contre 70% en filière littéraire. Alors les filles sont-elles moins bonnes en sciences ? L'expérience de Ray, avec une figure géométrique à reproduire, permet d'évaluer les capacités visio-spatiales, la mémoire de travail, l'attention ou la planification. Eh bien, avec cette expérience, on voit que les filles réussissent moins bien que les garçons lorsqu'elles pensent qu'il s'agit d'un exercice de géométrie, mais quand on présente la tâche comme un exercice de dessin, elles obtiennent de meilleurs résultats que les garçons. On voit bien que les croyances qu'on a sur soi impactent considérablement la capacité à réussir. Et ces croyances, elles sont largement influencées par les stéréotypes. Évidemment, c'est vrai pour tous les stéréotypes, pas seulement les stéréotypes de genre. Ça marche de la même manière avec les stéréotypes sociaux qui induisent un phénomène appelé la menace du stéréotype. On réussit moins bien quand on craint de confirmer un stéréotype négatif concernant son groupe d'appartenance, aux yeux d'autrui ou même à ses propres yeux. L'expérience de Smeding en 2013 illustre bien ce phénomène. Cette expérience a démontré que des élèves de milieux favorisés sont de loin plus performants que ceux de milieux défavorisés quand l'examen s'inscrit dans un cadre compétitif, alors qu'ils ne le sont plus quand l'aspect compétitif est absent. Mais tout n'est pas perdu d'avance, heureusement. C'est là que les CPS ont un rôle crucial à jouer, en développant la confiance en soi, la persévérance, l'état d'esprit de croissance. Et ben, tout ça permet de lutter contre les stéréotypes et faire changer l'image de soi. L'OCDE s'occupe de mesurer les CPS d'élèves de 10 et 15 ans dans le monde entier. Et le dernier rapport de 2023 fait clairement état de ces disparités selon le sexe et le milieu social. Les filles rapportent des compétences émotionnelles plus faibles que les garçons, notamment une moins grande résistance au stress que les garçons. Et les étudiants socio-économiquement défavorisés déclarent des niveaux inférieurs dans toutes les compétences par rapport aux étudiants avantagés. Et je vous mets la liste, vous voyez, c'est pas anecdotique. Et on sait à quel point ces disparités sont problématiques, connaissant la corrélation entre CPS, bien-être et réussite. Bon, on a beaucoup parlé des raisons pour lesquelles développer les CPS, mais j'y tenais. Je trouve ça hyper motivant de savoir qu'on peut changer les choses et j'espère vous avoir partagé mon enthousiasme et vous avoir donné envie d'agir. Maintenant, on va aborder un sujet tout aussi important, celle du comment.
La première façon, c'est d'adopter une posture et de créer un environnement propice. On sait bien que les adultes ont un rôle modélisant dans les apprentissages des enfants, et les enfants apprennent beaucoup de choses par imitation, imprégnation, de manière largement inconsciente. Par exemple, ça peut être un enseignant qui fait part de ses émotions, qui montre qu'il apprend de ses erreurs, ou qui félicite la persévérance et les progrès. Pour l'environnement, ça peut être une ambiance de classe dans laquelle on se sent en confiance, où certaines valeurs sont valorisées, comme la bienveillance, l'autonomie ou le raisonnement critique. Ça peut être au niveau de l'établissement, qui nourrit une bonne communication avec les familles, etc. La deuxième manière, c'est les pratiques informelles. Des rituels et des outils qu'on met en place dans sa classe. Par exemple, un moment le matin pour parler de soi, un outil pour afficher ses émotions, un carnet dans lequel on écrit ses fiertés, des pauses attentionnelles pour apprendre à se reconcentrer. Toutes ces petites habitudes qui vont s'ancrer dans le long terme. Et puis, il y a les modalités pédagogiques qu'on utilise. On peut favoriser l'entraide en faisant travailler les élèves en binôme. On peut développer les capacités de communication avec des travaux en groupe. On peut induire un état d'esprit de croissance ou au contraire un état d'esprit fixe en fonction du système d'évaluation qu'on utilise. Donc on a pas mal d'impacts au niveau des modalités pédagogiques aussi. Et enfin, on peut mettre en place des activités spécifiques. Et je vais m'attarder un petit peu sur ce point, car c'est ce qui est préconisé pour une efficacité optimale. Alors, ça ne veut pas dire que les autres leviers sont inutiles, hein, loin de là. Mais il faut aussi faire en sorte de passer d'un apprentissage implicite à un apprentissage explicite. Alors, comment s'y prendre pour construire ces activités spécifiques ? Dans son rapport 2022, Santé publique France a étudié les facteurs communs aux interventions efficaces et préconise la méthode SAFE. D'abord le S pour séquencer, c'est-à-dire des séances structurées d'environ 1 heure et au moins 10 fois par an, sur plusieurs années. Ensuite, le A, c'est pour active, une pédagogie qui s'appuie sur la participation et l'expérimentation des élèves. Le F signifie focaliser sur les CPS clés avec des objectifs bien ciblés. Et le E, c'est pour explicite. On expose les objectifs explicitement et des phases de débrief permettent de conscientiser les apprentissages. Maintenant, voyons au niveau de l'emploi du temps comment on peut intégrer les séances de CPS. Un premier moyen, c'est le temps d'enseignement moral et civique. En particulier, tout ce qui est développement de l'esprit critique et du vivre ensemble. Par exemple, on peut créer une campagne de sensibilisation au harcèlement en groupe, on peut mener des débats pour apprendre à bien communiquer, argumenter, respecter les différents points de vue, etc. Ensuite, on peut faire des séances sur les temps d'enseignement des autres matières académiques. Par exemple, pour le vivre ensemble, découvrir les règles de politesse dans le monde sur une séance de géographie, travailler les niveaux de langage en français. Pour la confiance en soi, on peut créer l'arbre des réussites en art plastique. On peut faire des jeux d'improvisation théâtrale en EPS. Mais attention, l'objectif principal doit rester l'acquisition des CPS. Et il faut accepter de passer l'objectif de la matière en question au deuxième plan. Un autre moment privilégié, c'est le temps d'APC, avec des élèves pour lesquels on a repéré des difficultés au niveau des CPS. Par exemple, on peut faire des jeux de rôle avec des enfants qui rencontrent des problèmes communicationnels ou relationnels. On peut travailler sur la définition d'objectifs et les techniques motivationnelles avec des élèves qui manquent de persévérance. On peut faire des exercices de sophrologie avec des élèves qui ont du mal à réguler leurs émotions. Et pour finir, au collège, on a une autre option. On peut proposer des activités sur le temps de vie de classe avec le professeur principal. Mon idéal, c'est bien sûr de fédérer l'équipe enseignante autour d'un projet commun. Comme on l'a déjà dit en introduction, les CPS ne font pas l'objet d'un créneau spécifique, mais sont des prérequis pour tous les apprentissages et également la responsabilité de tous les enseignants. Voici quelques idées d'articulation entre ces différents temps scolaires. Pour travailler sur les émotions, en français, on peut par exemple analyser des extraits de romans ou mettre en place des rallyes lecture. En heure de vie de classe, on peut organiser des échanges sur les stratégies de régulation émotionnelle et la communication des besoins. En EPS ou en langue vivante,
On peut faire des jeux d'expression. Pour développer la pensée critique, en EMC, on peut proposer d'effectuer des recherches en petits groupes, créer des mind maps pour analyser le fonctionnement des réseaux sociaux. En heure de vie de classe, on peut organiser un débat sur les jeux vidéo. En art visuel, on peut échanger autour d'œuvres d'art sur la question de la beauté, de l'image de soi. Voilà, ce sont quelques exemples pour répartir dans les différents temps d'enseignement. Je vais maintenant vous présenter un petit peu ce qu'on fait chez Soft Kids. En 2022, on a remporté un appel à projet de l'éducation nationale dans le cadre de la prévention du décrochage scolaire dans 8 académies pilotes. Pour ce projet qui s'appelle Bien à l'école, notre mission est de créer des programmes développant les compétences psychosociales en classe. Donc, grâce à nos ressources clés en main, les enseignants peuvent mener les séances et ces séances mêlent une phase d'introspection et de jeu individuel sur application et une phase d'activité de classe pour formaliser, approfondir, mettre en pratique et apprendre à collaborer. Voici nos objectifs, nos programmes et nos objectifs pédagogiques au primaire. Donc on a un programme persévérance, un sur le vivre ensemble, la confiance en soi, la pensée critique et les émotions. Au collège, on reprend sensiblement les mêmes thématiques, avec un accent sur l'état d'esprit de croissance et l'éducation aux médias et à l'information. Pour finir, je vais vous présenter quelques exemples de séances. Alors voici un exemple pour apprendre à penser par soi-même et identifier les stéréotypes au cycle 2. Les enfants apprennent à différencier une vérité d'une opinion avec un jeu de soi. Puis ils identifient des stéréotypes dans des mini-vidéos. Et pour finir, ils écrivent collectivement la déclaration des droits des garçons et des filles. Voici un autre exemple issu du programme Émotion, toujours au cycle 2. La séance commence par un jeu de swipe pour faire le point sur le vocabulaire des émotions. Les élèves poussent à droite les mots qu'ils connaissent déjà et à gauche ceux qu'ils ne maîtrisent pas encore. Et ils peuvent consulter les définitions pour enrichir leur lexique. Dans le deuxième jeu, les élèves déplacent leur avatar dans un labyrinthe qui raconte une journée dans un parc d'attractions. Et au cours de leur trajet, différentes situations se présentent et ils découvrent le nom des émotions décrites. Pour finir, ils vont utiliser le vocabulaire travaillé pour décrire des œuvres d'art. Pour chacune, les élèves nomment la ou les émotions qu'elle leur évoque. Et ils peuvent aussi imaginer une petite histoire pour chaque tableau. Voici un autre exemple dans le programme Confiance en soi au cycle 3 cette fois. Donc il y a un jeu d'appariement pour apprendre à changer de point de vue pour transformer une situation négative en une positive. Puis collectivement, les enfants s'entraînent à déceler une qualité cachée derrière un défaut. Et pour finir, voici un exemple issu du programme Pensée critique au cycle 4. Les élèves commencent par consulter un carrousel qui présente le fonctionnement du circuit de la récompense. Puis ils prennent conscience des techniques de persuasive design avec un jeu de drag and drop. Et pour finir, à partir d'une web-série, ils effectuent en groupe des mind maps sur le fonctionnement des réseaux sociaux. Voilà tout pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre attention. J'espère vous avoir convaincu de l'importance des CPS pour les élèves et vous avoir donné quelques clés pour mener des séances spécifiques dans vos classes. Et j'espère à très bientôt.